Vous êtes cadre et vous posez des questions sur votre situation professionnelle, eh bien vous êtes au bon endroit. Je suis Valérie Duesruf, avocate en droit du travail, coach et autrice du livre Quitter son job et négocier son départ. J'accompagne les cadres dirigeants pour reprendre le pouvoir sur leur carrière et décider leur rebond. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets passionnants, les émotions et l'argent. Et mis ensemble, ça veut dire pourquoi est-ce que vous acceptez moins que ce que vous méritez. Alors bonne écoute. Maria est directrice commerciale. Elle a accepté une négociation à 80 000 euros alors qu'elle aurait pu obtenir le double. Pourquoi? Parce qu'elle voulait en finir vite. Aujourd'hui, on va parler de ce que personne n'ose vous dire. L'argent en négociation, ce n'est pas qu'une question d'argent. Déjà, commençons par déconstruire le mythe du négociateur rationnel. Premier point, déconstruction, non. Vous n'êtes pas la meilleure personne pour négocier. Enfin, si vous aviez encore un petit peu cette idée-là en tête et que vous n'avez pas écouté tous mes épisodes ou vu toutes mes vidéos, parce que je ne cesse de vous le dire à longueur de vidéo, on ne négocie jamais bien pour soi-même. Même quand on est expert en négociation, pourquoi? Parce qu'on manque de recul, on manque d'objectivité et surtout, on est bouffé par les émotions et donc on n'est plus en capacité de raisonner correctement ou même de parler sereinement avec son interlocuteur. Dans une négociation, il y a trois émotions qui peuvent venir saboter le chiffrage. La première émotion, c'est la honte, celle de demander trop, d'être trop. On nous apprend, et surtout les femmes, à ne jamais être trop, à ne jamais en faire trop. Et donc, on a toujours peur d'oser demander ce qu'on estime mériter. Alors, la question du chiffrage est toujours une question très compliquée. Entre les personnes qui demandent toujours trop et celles qui ne demandent pas assez. Et c'est pour ça, là encore, que la présence d'un tiers de confiance va permettre de mettre un peu plus d'équilibre dans le chiffrage. Donc, première émotion, c'est la honte. Deuxième émotion, c'est la peur de passer pour quelqu'un de cupide, de quelqu'un de vénal. Et là encore, nos conditionnements, notre éducation judéo-chrétienne n'aide pas. Parce qu'on a peur de passer pour la personne vénale qui va demander trop, qui va demander son dû, qui va demander de l'argent. Et ça, c'est quand même condamné dans nos sociétés. Et puis, troisième émotion qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le manque de loyauté, le manque de gratitude envers l'employeur. Après tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant tu viens me demander de l'argent alors que tu veux partir. Et souvent, ce qu'on entend, c'est et tu veux profiter de la société? Ce que les gens vous disent, et ça m'a beaucoup amusé de certaine façon, parce que lorsque j'ai sorti mon livre, donc si ça vous avait échappé, quitter son job et négocier son départ, j'ai eu la chance d'avoir un article dans les Échos. Et là, il y a eu une ribambelle de commentaires de gens assez rageux qui disaient mais si vous négociez votre départ et que vous ne démissionnez pas, alors vous devenez une charge pour la société et vous profitez de la société. Alors encore, la condamnation morale sur le fait de réclamer ce qui nous est dû. Comment ça nous est dû? Eh bien, vous cotisez pendant que vous travaillez. Tous les mois, sur votre salaire brut, sont prélevées des charges. Ces charges, elles servent à vous couvrir en cas de chômage. Eh bien alors, puisque c'est là, profitez-en. Et ce n'est pas en profiter, c'est juste utiliser les droits que vous avez acquis. Donc, il ne faut pas vous laisser, je dirais, impressionner, influencer par certains conditionnements sociétaux, moraux, qui ne sont pas en accord avec votre parcours dans la société. Et quand je parle de société, je parle de la société de votre employeur. Parce que souvent, lorsqu'on en arrive à cette situation de devoir faire appel à un avocat, c'est que il y a des difficultés, des différends avec votre employeur qui vous obligent à quitter votre job. Personne n'a envie de quitter son emploi si on est bien dedans. C'est une vérité. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière un voile pudique et assumer que lorsqu'on part, on a le droit de partir avec une indemnité et avec un chiffrage qui correspond à certains critères. Je pourrais ajouter un quatrième élément qui vient saboter la négociation, mais ce n'est pas une émotion, c'est votre ego. Parce qu'on sait très bien que l'ego vient vous jouer des tours soit en trop, soit en pas assez. Bref, autant de raisons de faire appel à un tiers. Parce que vous l'avez compris, votre histoire personnelle influence votre façon de négocier. Croyances personnelles, croyances familiales, croyances limitantes, rapport au mérite. Je dois travailler plus pour gagner plus. Si je ne travaille pas, je ne mérite pas de gagner de l'argent. Bref, autant de conditionnements qui viennent vous polluer et sur lesquels votre avocat va mettre de la nuance. Maintenant que nous avons déconstruit rapidement ces quelques mythes, venons-en aux mécanismes qui vous font brader votre négociation.
et donc brader votre valeur. Premier mécanisme, l'effet d'ancrage. Pourquoi est-ce que la première offre vient vous paralyser? Alors, c'est la raison pour laquelle je suis toujours celle qui formule l'offre en premier. Pourquoi? Parce que, et c'est assez logique quand je vais vous l'expliquer, une fois que vous avez ancré un montant, il va être très difficile de aller au-dessus. Alors, si vous avez positionné suffisamment haut le curseur, pas trop pour ne pas casser la négociation, eh bien, on pourra toujours ajuster. En revanche, si vous êtes parti d'un niveau bas parce que vous voulez être sympa, vous ne pourrez pas remonter ensuite. Et forcément, laissez votre interlocuteur, c'est-à-dire l'employeur, fixer d'abord le montant, il va le fixer bas, parce que c'est le jeu, ma bonne Lucette. Eux, ils veulent payer moins et vous obtenir plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours marquer l'avantage en formulant la proposition en premier. Deuxième mécanisme qui peut vous jouer des tours, le syndrome de l'imposteur. Ouais, attends, moi je vaux pas ça. Ça, c'est un montant beaucoup trop important pour ce que je vaux moi. Moi, enfin, tu vois, non quoi. Donc ça, là encore, votre avocat va vous permettre de vous jauger à la bonne valeur. Même si, attention, le montant qui est obtenu dans le cadre de votre négociation n'a rien à voir avec votre valeur intrinsèque d'individu. C'est très clair et je veux vraiment prendre le temps de préciser ce point-là parce que souvent, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a tendance à se mesurer à notre valeur professionnelle. Or, l'entreprise a souvent un agenda qui est un agenda business qui n'a rien à voir avec nous, en tant qu'individu, en tant que partie de l'entreprise. Votre valeur au moment du départ, votre valeur dans la négociation, elle est déterminée par rapport à plusieurs critères, notamment votre ancienneté. Mais lorsque l'entreprise décide de se séparer d'un collaborateur pour des raisons purement organisationnelles, il ne le précise pas toujours. Et donc, il va aller invoquer des reproches qu'il peut formuler au salarié. Et le salarié, alors, va se remettre en cause directement. Et ça va impacter profondément son estime de lui et donc sa valeur de lui. C'est pour ça qu'en tant qu'avocat, j'ai voulu me former aussi au coaching pour accompagner mes clients dans cette phase de équilibrage de la valeur professionnelle, personnelle versus négociation. Bref, c'est un équilibre assez subtil à trouver. Troisième mécanisme qui peut vous faire saboter la négociation, c'est la fatigue décisionnelle. Ça fait des mois que vous subissez une situation pourrie, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous barrer. Ok, mais pas n'importe comment. C'est pour ça que moi, votre avocate, je vais vous aider à vous sortir, en tout cas à vous préserver de votre contexte pour mieux conserver nos chances de négociation. Et par expérience, lorsque les clients me consultent, à l'issue du premier rendez-vous, ils me disent systématiquement: merci, maintenant que je vous ai parlé, ça va mieux. Et une fois, en fait, c'est très simple, c'est une fois que vous avez repris le contrôle sur une situation que vous subissez depuis des mois, alors vous vous sentez plus léger. Une fois que vous vous sentez assisté, accompagné, alors vous êtes plus léger et la fatigue décisionnelle, eh bien, elle s'envole, puisque vous n'avez plus à prendre de décision, il y a quelqu'un qui la prend pour vous. Enfin, vous restez la personne qui prend la décision, mais de façon éclairée, avec toutes les indications et le guidage nécessaire pour prendre cette décision. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est que au jour où vous allez signer l'accord, si l'accord il y a, ce que normalement on obtient, mais ce que je veux, c'est que à ce jour-là, vous soyez serein et que vous soyez même content de partir et que vous me disiez, en effet, vous avez raison, maître, au premier rendez-vous. Je vous ai prise un peu pour une folle, mais ce qui m'arrive, c'est en réalité une énorme opportunité pour moi. Et quatrième biais, le biais de l'argent sale. Si je négocie, si je demande de l'argent, je deviens comme eux. Je deviens des êtres cupides qui ne pensent qu'à l'efficacité, qu'à la productivité, qu'à la rentabilité. Eh bien non, ce sont deux choses complètement différentes. Et là encore, je suis là pour équilibrer ces perceptions. Alors maintenant qu'on a vu ça, il va falloir travailler sur la reprogrammation de votre relation à l'argent. Exercice numéro un, mais je vous l'ai déjà un petit peu dévoilé tout à l'heure, c'est détacher. Détacher l'émotion du chiffre. Non, le chiffre de votre départ n'est pas celui de votre valeur, ni de votre valeur professionnelle, ni moins encore de votre valeur d'individu. Exercice numéro 2, et vous allez penser que je prêche pour ma paroisse, mais forcément, c'est faire chiffrer par un tiers de confiance la proposition que vous pourriez formuler. Et ça va permettre aussi de tempérer vos émotions avant de la formuler. Troisième exercice qui est un peu plus touchy, qui est celui du mois dans 5 ans. Visualisez-vous le mois de dans 5 ans et demandez-vous, est-ce que ce mois-là sera d'accord avec la décision que j'ai prise là? Est-ce qu'il y aura de la rancune, de la rancœur? Est-ce que je serai encore liée à l'entreprise par cette décision hâtive que j'aurais prise?
Parce que la rancune et la rancœur, ça maintient un lien avec l'employeur et ça ne vous permet pas d'avancer sereinement. Et c'est pour ça que la réussite de mes négociations se mesure non pas à ce que j'obtiens sur papier, qui est très bien bien sûr, mais à la qualité du rebond. C'est que mes clients retrouvent très rapidement un emploi. Pourquoi? Parce que le lien s'est coupé de façon propre et sereine. Et puis aussi parce qu'un point qui me semble important, et on a l'avocat qu'on mérite, c'est qu'il faut toujours prendre des décisions qui soient écologiques pour soi-même, avec lesquelles on soit en adéquation, aligné, à respecter sa propre éthique personnelle. Un travail qu'on peut aussi effectuer, et c'est souvent mon travail, notamment en tant que coach, ça me permet de le faire, c'est de transformer la culpabilité en légitimité. Non, je ne suis pas vénale de demander de l'argent. Oui, c'est juste que j'obtienne les indemnités liées à mon ancienneté et à la valeur à laquelle j'ai contribué en travaillant pour l'entreprise. Voyez le prisme. Et en changeant le prisme, votre approche dans la négociation, votre posture va être radicalement différente. Et on ne donne pas à quelqu'un qui se sent coupable. Ça ne fonctionne pas. À quelqu'un qui se positionne en victime, ça ne fonctionne pas vraiment. Notamment dans les entreprises. Je vous assure que ce n'est pas ce qui donne les meilleurs résultats. Contrairement à ce que vous pouvez penser. Ce qui donne les meilleurs résultats, c'est d'être aligné. Parce que ce que mes années d'expérience m'ont démontré, c'est que l'être humain est un animal. Et donc, lorsque vous avez votre interlocuteur en face de vous et que vous donnez une version de vous qui n'est pas exactement la vraie, votre interlocuteur va entendre une dissonance, va entendre quelque chose qui n'est pas authentique. Et alors, il n'y a rien de pire pour quelqu'un qu'être pris pour un jambon. À ce moment-là, la négociation, elle va être ratée. En revanche, si vous êtes vraiment aligné dans qui vous êtes authentique, parfois en amplifiant un petit peu ce qui vous est arrivé, mais en restant vraiment juste et vrai, alors votre interlocuteur le sentira et sera plus à même de vous faire une proposition qui soit alignée avec ce que vous lui avez donné comme élément. Alors attention, là aussi je vous alerte sur le risque de vouloir réclamer une réparation. Non, le droit français n'accorde pas une réparation à la hauteur des préjudices que vous avez subis. Les clients me disent souvent: Maître, ça fait des mois que je subis une situation de harcèlement, il faut qu'il paye. Malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire ça, j'aimerais que ce soit le cas. Mais la négociation se chiffre en fonction du risque judiciaire. Le risque judiciaire, nous avons des textes, nous avons des lois, fort heureusement d'ailleurs, et ça encadre. Donc, il faut déjà, ce que vous ressentez comme du harcèlement, soit qualifié juridiquement de tel, et souvent il y a un décalage entre ce que vous ressentez et comment nous on peut le qualifier juridiquement et comment ce sera retenu par une juridiction. Et ensuite, il y a la valeur que cette qualification juridique entraîne. Et aujourd'hui, le droit français ne permet pas la juste réparation de ce que vous avez subi. Donc, il va falloir que votre avocat fasse preuve de pédagogie auprès de vous pour vous expliquer que non, c'est pas qu'il continue de mal se comporter, ça peut arriver aussi, mais qu'il réagisse en fonction du risque judiciaire. En conclusion, vous l'avez compris, la meilleure façon de ne pas céder à l'émotion, c'est de faire appel à un avocat qui vous dira avec son expertise la valeur de votre négociation qui n'est pas votre valeur individuelle. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter via le formulaire disponible sur mon site internet. Si cet épisode vous a intéressé et que vous voulez continuer à être inspiré, abonnez-vous, mettez-moi la meilleure note et évaluation possible parce que c'est important pour le référencement et rayonnement du podcast. Et je vous dis à très vite. Merci.